podcast Binge Audio. Voyage au Guinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Toi, t'es ma filleule et moi, je suis ta marraine. Depuis combien de temps? Depuis que je suis née. Ça veut dire quoi le mot lesbienne pour toi? Qu'une femme peut aimer une autre femme. T'en connais? Oui, toi. Et il y en a encore des tas d'autres, mais je sais plus. Tu te souviens quand est-ce que tu as remarqué que moi j'étais lesbienne? Je pense que quand j'étais toute petite, mais je me souviens plus. Ça te pose problème? Non, ça me pose pas du tout problème. Voyage au Guinistan, épisode 9. Demain, tout ira bien. Un épisode où on tente un truc fou, être optimiste en pensant à l'avenir. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, Bonjour, bonsoir, mais vous n'êtes pas du tout à la bonne place. on vous attend dans le prologue pour écouter le podcast dans l'ordre. C'est comme ça que le voyage est le plus doux. Nos nièces, nos neveux, nos filleuls, la plupart des gamins autour de nous sont nés alors qu'on était déjà ouvertement lesbiennes. Et tous ces enfants semblent trouver notre mode de vie assez banal. Dans cette ribambelle de gosses, il y a Soham et Idan, mes neveux de 11 et 15 ans. Un peu les miens aussi, ils m'ont adopté. Ma sœur me les confie pour le week-end et hasard total, je vous jure que j'ai pas fait exprès, c'est un samedi de Pride. On se dit que tout est conciliable et qu'au fond, on n'a qu'à les embarquer avec nous. Surprise les enfants, vos tatas ont un plan 1000 fois mieux qu'Europa Park. En fait, je leur ai pas dit où on va, ils savent pas. Ouais, c'est trop bien. Et toi, tu t'imagines quoi faire quoi? Moi, je sais pas où on va, mais vu que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, j'imagine de toute façon que ça va être cool. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu penses quoi faire quoi? Peut-être aller à un événement ou à un endroit un peu spécial. Je sais pas. Un truc spécial. Ouais. Aurélie et moi, on vous emmène à la Pride. Pride? Alors, la Pride, c'est une manifestation LGBTQIA+, qui se passe une fois par année en Suisse. Ouais. Ah, la Pride! Ah oui, c'est trop bien, je connais, ouais. C'est quoi? C'est un peu une fête, bon, je sais pas vraiment exactement parce que c'est surtout en fait par rapport à sa sexualité, je sais pas, je suis pas sûre, mais... Pride, ça veut dire quoi? Fier? Ouais, Fierté. la fierté, ouais. C'est un moment, une fois par année, on Ouais, se c'est- retrouve et on fait la fête et dire qu'on est là et qu'on s'éclate et on est qui on est. Regardez-nous, on est fiers d'être qui on est. Ça c'est cool. Donc, on vous emmène à la Pride. Mais Ouais. ce serait cool. Attends, j'ai encore une requête. Ce serait cool que vous nous disiez un tout petit mot sur ce à quoi vous pensez que ça va ressembler. Comment vous imaginez ça? Je sais pas, c'est un peu comme les fêtes. Moi, à mon avis, ça va quand même être un peu une fête, mais aussi un peu un cortège. Après, ce que j'aurais espéré, c'est genre, je sais pas, avoir presque tout le monde à mettre des drapeaux tout partout, mettre des couleurs, taguer, je sais pas moi. On va y aller de 3 heures, ça vous va? Ouais. nickel. Ouais. Donc, Ou d'être un peu plus, si on veut. 4-5 heures. Enfin, ça dépend si on, Oh, on boit un peut-être truc, 6-7 heures, peut-être, peut-être ça. on s'amuse, on joue et tout. Est-ce qu'on pourra prendre les raquettes de ping-pong comme ça? on y va? On y va? On y va. Ouais. Allez les gars! C'est drôle, nos neveux, ils ont même pas posé la fameuse question. La question. La fameuse question qu'on entend chaque année. Est-ce que c'est encore vraiment nécessaire une Pride? Mais bien sûr que c'est nécessaire. Parce qu'il faut défiler pour toutes les personnes qui ne peuvent pas. Parce que c'est plus drôle qu'une manif contre le forum de Davos. Parce que c'est une manière de se souvenir des oppressions, des douleurs, des crimes et des placards de l'histoire. Parce que ça nous donne du courage pour marcher dans la rue le reste de l'année. Parce que c'est une célébration, une fête géniale, un moment de partage puissant. Et c'est nécessaire. Surtout parce que parfois une Pride, ça peut changer une vie. Ma toute première Pride, c'est à Fribourg en 1999. Pour une partie des catholiques, ce défilé d'homosexuels aux mœurs, je cite, débridées, devrait être interdit. Le courrier des lecteurs du journal La Liberté est un déversoir de haine. Et à la télévision, j'entends des inconnus dire des horreurs. L'arrivée de la Gay Pride ne laisse pas indifférent. Je trouve ça laid. Dieu les a punis en détruisant la ville de Sodome et de Gomorrhe à cause de leurs mœurs répréhensibles. Je trouve que c'est incroyable que tout ce parcours, toute la ville soit fermée pour ça. Est-ce qu'on ne ferme pas la route pour la procession de la fête Dieu? Oui, on la ferme. C'est la même chose. Ah, mais la fête Dieu, c'est quand même autre chose, évidemment.
Je m'en souviens parfaitement. J'ai 20 ans, à ce moment-là, je sors avec un garçon. Je regarde comme prostré la Pride défiler sous mes yeux et à un moment, sans que je me l'explique, je m'incruste dans le défilé et je danse derrière un char qui crache des bulles. Je me dis, il y a peut-être des gens que je connais qui vont penser que je suis lesbienne. Et je décide de m'en foutre et d'y aller quand même. C'est mon tout premier pas vers qui je suis. Ma première Pride, c'était à Delémont, à 2 pas de chez moi. J'avais 16 ans et pas de connaissances queer à l'horizon. 2003, c'est la première fois que le Jura accueille la Pride. Mes parents proposent d'y aller et hop, sortie en famille. En voyant défiler les chars, je suis bouche bée. Jamais rien vu de pareil. Je trouve tout ça un peu étrange en fait. Mais je me souviens d'un déclic dans mon cœur. Quelque chose qui s'ouvre, de l'espace en plus entre mes côtes pour respirer. Quelques années plus tard, au moment de faire mon coming out, j'arrêterai pas de repenser à ça. Ça va aller. Tu vas pas te faire rejeter. Rappelle-toi, tes parents t'avaient emmené à la Pride. Ça va aller. Et nous voilà 20 ans plus tard à la Pride avec nos neveux, nos amis, à chanter, à marcher au milieu des drapeaux et des cris de joie. C'est génial, vraiment. J'adore. Je crois que se rassembler, c'est comme si on était plus puissant, on était plus fort. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'aime tout. J'aime beaucoup la Gay Pride parce qu'on est tous contents. Deux heures plus tard, en plein cagnard, c'est l'heure de payer un coup à nos neveux. Moi, franchement, je sais pas pourquoi on devrait poser des règles parce qu'on a tous les mêmes droits et puis on peut faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que t'as préféré regarder? Les tenues des gens, les panneaux, leurs drapeaux et tout ça. Et toi? Moi, j'adorais qu'on soit tous ensemble. On écrit, on prend la place en fait dans la ville, comme si on prenait de l'importance. Avec ce cortège, on dirait qu'on était une majorité et qu'on prenait en fait à peu près toute la place. Dans les yeux des enfants qui nous entourent, on a l'impression très agréable d'être un couple banal. On voit aussi autour de nous des jeunes faire leur coming out de plus en plus tôt et en parler plus librement sur les réseaux. Tous tentent de gagner. Ça serait tellement tentant d'en tirer la conclusion que la génération Z est celle de l'ouverture, de la tolérance, de l'amour libre. Du respect, j'ai envie de dire, madame. Eh bien, spoiler, c'est faux. En tout cas, pas aussi vrai qu'on le croit. Aurélie et moi, on vit dans un canton plutôt précurseur sur ces questions-là. C'est le canton de Vaud. Avec des autorités qui s'inquiètent de la santé des jeunes LGBTIQ et qui investissent dans la lutte contre la transphobie et l'homophobie dans les écoles. Parler de ces questions à l'école, ça sauve des vies. Et mon objectif, c'est de faire comprendre que quand on voit un arc-en-ciel, on ne se transforme pas ni en licorne, ni en poney. On est en train de faire en sorte que l'ensemble des élèves d'une école puissent se sentir bien. J'insiste sur l'ensemble. Elle, c'est Caroline. Elle travaille pour que tout aille mieux demain. Ah, et puis elle est lesbienne. On la présente comment? Je sais pas, c'est hyper compliqué son titre. Chercheuse et formatrice, déléguée départementale aux questions d'homophobie et transphobie, au secrétariat général du département de la formation de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Et là, il faut vraiment ne pas vouloir reprendre son souffle si on veut réussir à arriver à la fin de cette phrase. Mais vous voyez, j'ai l'habitude. Caroline, vous l'avez forcément déjà aperçue ici ou là. Et si c'est pas ici, c'est peut-être là. 7h33, le plaisir d'accueillir l'invité de cette matinale. Bonjour Caroline Dayer. Bonjour, on va se pencher sur le sujet avec vous Caroline Dayer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteure, chercheuse et formatrice. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences sociales à l'Université de Genève, spécialiste des... Vous êtes experte en prévention des violences et des vous êtes experte dans la lutte contre les discriminations. Quand on la voit dans la presse, elle gère. Aujourd'hui, elle n'est pas au 19h30. C'est plus chill, dans notre salon. Et elle peut nous raconter ce qu'elle dit plus rarement. J'ai mis des années et des années à désapprendre la honte. Ça va pas du tout de soi de paraître forte, ancrée et calme. Et je sais que dans mon parcours, si justement on me dit souvent « t'es tellement solide », c'est que je me suis blindée. Je me suis blindée de diplômes. Je me suis blindée aussi en termes d'expression faciale, c'est-à-dire que quand on m'attaque, je souris. Et ça, je peux le faire autant sur un plateau d'infrarouge que dans une conférence que je pourrais donner. Pourquoi tu souris? Je souris parce que, en fait, ça me permet de respirer. Je souris aussi parce que mon but, c'est d'essayer de rentrer dans le dialogue. Caroline, t'as toujours souri, toi? Absolument pas. En fait, je pense que bien avant de sourire, je me suis beaucoup crispée
Parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Donc le sourire, c'est paradoxal parce que je pense que si des personnes me décrivent en tant qu'enfant ou ado, je suis une personne très souriante, de bonne humeur. Et puis au fond de moi, c'était le sentiment de décalage absolu, donc des failles énormes qui s'ouvraient. Et plus les failles s'ouvraient, plus j'ai fini par sourire. Donc c'est aussi ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que les personnes ne pouvaient pas se douter de ce que je vivais. Je renvoie à une image pour faire croire que tout va bien, mais moi-même, j'arrive pas à saisir si ça va ou pas. T'étais un peu à côté de toi-même, on dirait que tu dis ça. Alors, j'étais complètement à côté de moi-même. Et puis, après, c'est pas que j'étais à côté de moi-même, c'était qu'à l'intérieur de moi, c'était vraiment la scission. Coupée en deux. La scission, c'est au moment où tu te rends compte que t'es lesbienne. La bonne nouvelle, c'est que t'es plus à côté de toi-même. Mais la scission, c'est au moment où tu comprends que t'es lesbienne, c'est le sentiment de terreur absolue. Et la solitude aussi, non ? Et la question de la solitude. Partout où je regarde, je vois pas d'autre moi-même. Un point que j'entends encore maintenant dans le discours des jeunes, même si on parle beaucoup plus de ces questions, beaucoup de jeunes me disent « mais moi je suis sûre que dans mon école, il n'y a aucune autre personne comme moi ». À quel moment tu prends la honte que tu as sur ton dos et que tu la déposes à la sortie de ton bled d'Hérémence en Valais comment ça se passe ? Je pense que la honte, je l'ai jamais vraiment déposée. Parce que encore maintenant, quand par exemple on me fait une sollicitation médiatique ou j'arrive dans un nouveau contexte, je me pose toujours la question de est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, quels sont les risques ? Donc ça veut dire que la question, elle est toujours réactivée. Ce qui change pour moi, c'est la réponse. C'est-à-dire que maintenant, je ne réfléchis plus. C'est que j'y vais. Donc la question de la honte, pour moi, je pense que c'est l'histoire d'une vie. Et que s'en défaire, finalement, pour moi, c'est plus l'objectif. Mon objectif, c'est vraiment de lui tordre le cou. Caroline est née à la fin des années 70 et a grandi dans un petit village valaisan. Comme pour beaucoup de lesbiennes, se détacher de ses racines a été nécessaire. Au moment où je suis partie faire mes études hors du Valais, ça m'a sauvé la vie. Mais sur le moment, j'ai pas compris que ça me sauvait la vie parce que j'étais en mode survie. C'est bien après que j'ai compris qu'effectivement, j'étais vraiment dans une condition, on va dire, et un contexte qui était extrêmement complexe pour moi et qui m'aurait complètement étouffée. Et là, j'ai dû aussi apprendre à faire une énorme différence entre ma famille très proche, par exemple, ma mère, mon père, mon frère, qui ont été des personnes qui m'ont toujours voulu du bien, puis un contexte plus général, très homophobe, mais pas que. Tu parles du Valais ? Oui, vraiment d'un village de montagne, où effectivement les questions de sexisme ou d'homophobie, en fait, c'était le pain quotidien. J'aime pas cette expression, mais en fait, elle va très bien justement avec ce contexte-là. Et c'est plus tard que j'ai compris que j'étais pas en sécurité dans mon village. Mais quand je parle de sécurité, c'est pas forcément de la sécurité physique, c'est de la sécurité psychique. Quand tu retournes dans ton village valaisan aujourd'hui, tu y retournes avec une forme de légèreté ? Quand je retourne à Hérémence, j'y vais jamais avec légèreté. J'ai fait en fait une forme de tri organique entre les personnes avec qui je peux être moi-même, et il y en a beaucoup en fait, et puis le fait de pas vraiment me sentir à l'aise et à ma place. Et voilà, quand cette commune vote à plus de 62% de non au mariage civil pour toutes et tous, c'est vrai que non seulement je sais pourquoi je suis partie, mais je sais aussi pourquoi je n'y retournerai pas, tout en ayant vraiment ce message très clair qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et moi, j'ai aussi envie de faire en sorte que des personnes concernées ou en questionnement dans ce village puissent passer par d'autres chemins que j'ai pu connaître. Voilà l'histoire qui se cache derrière la Caroline qu'on voit dans la presse. C'est ce qui, entre autres, la pousse à se battre pour les plus jeunes. Elle prend ces questions-là à bras-le-corps toute l'année. Alors quand on lui dit que ça va mieux aujourd'hui, que c'est plus un problème d'être une jeune lesbienne, elle réagit au quart de tour. Quand j'entends ça, la première chose que je me dis, c'est de donner la parole aux personnes concernées.
Parce que je pense que si on regarde les parcours de vie actuellement, la question des violences, elle reste très prégnante, c'est le cas, plein d'études le montrent. La question des taux de suicide et la question du silence. Pour moi, c'est vraiment des enjeux qui restent d'actualité. Et quand j'entends les jeunes d'aujourd'hui, on est plutôt sur un effet de paradoxe. Bien sûr qu'on avance, mais le fait qu'on avance, c'est qu'on a de la surexposition aussi aux violences. Si une personne reste dans le placard, elle risque pas d'être la cible d'homophobie ou de transphobie. Par contre, à partir du moment où les personnes s'exposent, on voit vraiment des violences qui vont s'abattre. Alors le but, c'est vraiment d'avoir un double message. C'est de dire que chaque personne devrait pouvoir être elle-même, mais on sait que de l'autre côté, sortir des placards, puisqu'ils sont toujours pluriels, c'est prendre des risques. Alors, on connaît tes combats, tes luttes et ton travail surtout, ton travail sur le terrain. Précisément sur ce terrain, qu'est-ce qui te touche ? Ce qui me touche le plus, c'est d'écouter les personnes concernées. Parce qu'on parle beaucoup de souffrance et de violence à juste titre, mais c'est aussi écouter des idées, des manières justement de pouvoir avancer ensemble. Et puis l'autre chose qui me touche particulièrement, ça a été le cas... quand j'ai commencé mes entretiens et encore maintenant, et c'est très en lien avec notre sujet, c'est des lesbiennes qui me disent « j'ai couché » ou « je dois coucher avec des garçons » alors que j'ai pas du tout envie de coucher avec des garçons, et qui vont dire « je me viole moi-même ». Et ça, pour moi, ça me touche. C'est d'une violence extrême. Et si je me bats aussi pour une chose, c'est pour ne plus entendre ce type de discours, parce que là, on est vraiment justement dans... une violence, comme je disais, qui est infligée par la société, et les personnes, elles vont croire que c'est leur faute, alors que c'est pas leur faute. Et là, on a vraiment une articulation très forte sur et le sexisme et l'homophobie, qui donne cette lesbophobie particulière, avec cette injonction à la sexualité et à l'hétérosexualité. Ça, c'est la deuxième chose qui me touche plus particulièrement. Si Caroline et plein d'autres personnes ne lâchent rien, si les associations, les parents, hétéros ou pas, concernés ou pas, si tout ce petit monde bosse ensemble pour faire un monde plus coloré et plus rigolo, en 2072, on sera bien. Enfin, on imagine. Bienvenue en 2072. Ici, l'homophobie a complètement disparu. On peut marcher main dans la main, dans la rue, tranquillement. Écoutez les commentaires. Il n'y a plus de commentaires. Sur les réseaux, tout est amour, humour, bienveillance. Moi, quand j'ouvre mon compte Tchoupouloupoulou, je me sens tellement bien. Regarde. C'est Anne-Françoise avec sa meuf, elles se sont mariées à la cathédrale. Bah ouais, on a le droit depuis qu'il y a une nouvelle papesse. Elle est pan. Les coming... Quoi ? Ah, les coming out. Mais c'est du passé, ça. Maintenant, les parents demandent à leurs enfants est-ce que t'as un amoureux ou une amoureuse. Et ils demandent aussi quels sont ses pronoms. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon d'être Gwyn en 2072. Il fait juste un peu chaud. Non, ça va pour un mois de février, c'est juste 44 degrés. Retour en 2022. Un jeudi midi, Aurélie part à la rencontre des principales concernées quand on pense à l'avenir. Des jeunes personnes queer qui ont entre 15 et 18 ans. Moi, je peux malheureusement pas y aller. Je suis à Paris pour le travail. Je suis en train de marcher vers le gymnase d'Yverdon, qui est pas du tout vers la gare d'Yverdon comme je pensais. Aujourd'hui, je suis seule, la preuve que Christine et moi, on est des êtres vraiment indépendants. Coucou mon amour, je suis bien arrivée à Inter, mais j'ai beaucoup de travail. Là, je suis en train de travailler assez dur, j'ai pas complètement terminé ma chronique, donc c'est vraiment... Cricri, tu reprends un verre de rosé? Donc voilà, je t'embrasse, bon reportage à Yverdon, je t'embrasse très très fort. De la glace ou... J'arrive au gymnase où j'ai rendez-vous avec Eva. Alors, le gymnase, c'est un truc de vaudois ou de biennois. Ailleurs, en Suisse romande, on dit collège ou lycée. Bref, c'est l'école entre 15 et 18 ans où tu obtiens ton bac. Non, on dit maturité. Ouais. Donc, Aurélie a rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Eva. Elle a 23 ans, elle a fini l'école, mais elle y revient chaque semaine pour animer les rencontres Ohana, un groupe LGBTQI+, du gymnase d'Yverdon. Ohana, c'est la traduction hawaïenne de famille. On s'est réunis dans première séance, vraiment. On s'est tous regardés, on a fait « Ah, mais en fait, on se connaît tous !» En fait, déjà, de base, on se connaissait tous. On a quand même eu des problèmes au début avec l'ancienne direction, parce que c'était... La direction avait peur que des parents viennent se plaindre, comme quoi il y avait la création d'un groupe LGBT. On pouvait exister, mais sans le montrer. Donc c'est un peu le problème de société, c'est exactement ça. On peut exister, mais sans le montrer.
Et ensuite, quand la nouvelle directrice est arrivée, donc Anne Fournant, on a pu vraiment faire notre coming out, en guillemets. On a vraiment fait un coming out dans les couloirs du groupe. Et donc le groupe maintenant a bientôt 4 ans. Il a eu 4 ans. Il y a eu ses hauts et ses bas avec le Covid du coup, mais il vit. Et puis le but de ce groupe, c'est vraiment que les jeunes se sentent bien, que ce soit un peu comme une famille, une deuxième famille pour eux, et que ce soit un lieu où ils se sentent vraiment à l'aise et de parler, d'échanger, et puis de se retrouver aussi. Je suis un peu la maman du groupe en disant que si ils ont besoin de quelque chose, je suis la première à intervenir, et j'ai déjà fait dormir des jeunes à la maison. Parce ils ont fait leur coming out et puis ils ont eu des problèmes. Le groupe est d'accord qu'Aurélie participe à l'une de leurs rencontres. Ça se passe toujours à midi, autour d'un sandwich, dans une salle de classe. Les jeunes se confient, rigolent, échangent, du plus banal au plus intime. Et ça commence par un tour de table. Du coup, qui veut commencer ? Je suis en train de manger mon hot dog. Alors moi c'est Pauline, ça va bien parce que je suis ici avec vous, puis sinon je suis un peu fatiguée. Moi ça va bien aussi parce que normalement je vais voir Måneskin au Montreux Jazz avec ma cousine queer et du coup ça va être marrant. Voilà. Moi c'est Raphaëla. Je crois que émotionnellement ça va, mais pendant les vacances j'ai trouvé un job, du coup je commence demain à 5h du matin au début des vacances. Voilà, mais ça va parce que ce week-end c'est mon anniversaire et j'ai enfin 17 ans. Voilà. J'ai passé beaucoup de périodes sur la petite table juste là dehors parce que j'osais pas entrer. Et en fait, je suis venue ici au début de l'année parce que j'étais pas encore out à mes parents et puis j'étais super mal par rapport à ça et j'avais besoin d'en parler avec des gens qui probablement étaient out avec leurs parents. Enfin, je cherchais un peu des gens qui pouvaient m'aider potentiellement. Moi, je suis out envers mon entourage et mes parents depuis que j'ai 12 ans. Et là, j'en ai 16. Ça fait quelques mois que je suis au gymnase. J'ai appris, avant d'être au gymnase, qu'il y avait justement ce groupe qui existait. Et ça m'a vraiment... je me réjouissais de plus en plus d'être au gymnase, justement par rapport à ça. Et puis, ça m'a vraiment aidée, surtout dans le fait que je suis venue aussi parce que je cherchais de la représentation autour de moi. Pas seulement dans les médias ou dans les films, mais aussi dans les gens à qui je peux communiquer. Parce que j'étais dans un collège où il y avait 300 personnes et il y avait, je pense, 4 ou 5 personnes queer en tout. Et puis j'étais pas forcément proche d'elles. Et puis ça m'a fait beaucoup du bien d'avoir un endroit comme ça où je sais qu'il y a des gens qui me ressemblent et qui comprennent ce que je ressens aussi par rapport à ce que je vis ou ce que je suis. Et quand on leur dit que maintenant c'est beaucoup plus simple d'être queer, qu'à notre époque c'était difficile, mais qu'en 2022 les esprits s'ouvrent, quand on leur dit ça, elles nous racontent toute une histoire qui prouve le contraire. Il faut s'imaginer 5 filles avec qui je traînais parce que personne d'autre voulait de moi. Je sais pas comment on est arrivé sur le sujet, mais il y en a qui me regardent, elles font « Ah mais t'es lesbienne en fait !» Et elles font toutes genre 3 pas en arrière en sautant. Ouais, voilà. Mais le truc le plus choquant que j'ai entendu, c'est... et c'est choquant. Je vais te brûler, sale gouine de merde. Et ça c'était vraiment violent. Et je l'ai entendu à l'école, quoi. Et ça t'était adressé ? Oui, ça m'était adressé. Et j'étais pas out. Donc ça fait un coup, quoi, parce que même moi, j'étais en train de me questionner. J'étais là, les gens, ils remarquent. C'est horrible. J'avais un rendez-vous avec une fille cet été. Et puis, on marchait juste à côté. On se tenait même pas la main. Et puis, elle avait un sac avec un drapeau LGBT. Et il y a un groupe de garçons qui nous ont crié « Oh, les PD !» C'était pas hyper agréable. Et après, elle leur a crié dessus, donc ça, c'était cool. Mais voilà. Mais dans la vie de tous les jours, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dans le train faire des remarques sur ça. C'était un homme qui parlait avec une femme qui était en face de lui et qui lui disait qu'il avait vu 2 lesbiennes dans le métro qui se galochaient et qu'il avait envie de leur mettre des claques parce que c'était pas normal de faire ça en public. Ça m'a un peu mis mal, j'avais envie d'intervenir dans sa discussion, j'avais envie de lui dire que ce qu'il disait c'était pas normal, surtout qu'il disait qu'il avait envie de les claquer, c'est quand même de la violence physique, juste parce que la personne était avec sa copine, mais je me suis retenue parce qu'il y avait ma mère à côté, et ma mère du coup elle comprend pas le français, et du coup elle comprenait pas ce qu'ils étaient en train de dire, donc je pense que si je m'étais énervée de façon random, elle aurait quand même compris que quelque chose n'allait pas, elle m'aurait demandé ce qui se passait, j'avais pas envie de lui expliquer.
Moi, c'était pas directement au gymnase, mais plutôt dans le bus du gymnase. Bon, ça fait partie du gymnase. C'était quelqu'un qui avait dit un de ces PD, je m'en ferais bien. Quand j'étais petite en enfantine, j'avais une meilleure amie, et puis un jour, on s'était fait un bisou sur la bouche pour savoir ce que c'était. Et puis, c'est normal, les enfants, ils font ça. Et depuis ce moment-là, toute mon enfance, jusqu'à ce que je fasse mon coming out, c'est marrant, on me traitait de sale lesbienne. Un petit groupe de garçons spécifiques. Et puis le moment où j'ai fait mon coming out, ils ont arrêté. Je pense que justement ils se sont dit « Ah putain de merde, on est cons ». Dans le gymnase, on a bientôt justement la semaine d'action contre l'homophobie et la transphobie. Et ça a été annoncé aux classes il n'y a pas longtemps. Et dans la mienne, il y a eu beaucoup de réactions, genre des gens qui soupirent ou des gens qui rigolent un peu parce que leur réaction c'est « Oh mais c'est bon, on connaît, ça va, ça fait des années qu'on nous dit que c'est pas bien, on a compris ». Et cette réaction, elle est présente chez tout le monde. Je me suis retrouvée plusieurs fois à débattre carrément avec des gens qui peuvent être parfois mes amis, qui me disent on en parle trop. Je pense que c'est un énorme problème de dire qu'on en parle trop. C'est la vie de tout plein de personnes. Comment est-ce qu'on pourrait parler trop d'un problème de société non, on n'en parle pas trop, quoi. On essaie juste d'avoir une vie normale et de faire valoir le fait que notre vie vaut autant que celle des autres, en fait. Il y a eu un graffiti sur le mur du gymnase où c'est écrit Stop à la propagande LGBT, sauf que c'est écrit propagande, parce que ça savait pas écrire. mais voilà. À part ça, j'ai déjà aussi entendu... Oui, alors j'ai rien contre les gays, mais je pense que là, c'est quand même un peu de la propagande. Mais à partir du moment où ils considèrent qu'il faut pas faire ça parce qu'autrement les enfants pourraient devenir queer... ils mettent quand même l'hétérosexualité au-dessus des LGBTQ+. Je me dis en les écoutant qu'il y a des choses qui changent pas. Mais tout n'est pas triste ni violent. La preuve même par l'existence d'un groupe queer comme celui-ci dans un collège. C'est génial. J'ai ressenti tellement de respect et d'amour entre elles. Se faire des amis, avoir des modèles, et puis avoir dans sa poche Internet et les réseaux sociaux, ça change tout aussi. Quasiment tout ce que je sais sur la communauté LGBT... je l'ai appris sur Internet, et puis ça permet aussi, justement en TikTok aussi, on voit, vraiment des trucs qui nous ressemblent, et puis d'un point de vue psychologique, ça fait tellement du bien de savoir que ça existe partout. Et puis on sait grâce à Internet ça. Vive TikTok. Ouais. Je suis hyper touchée de tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. C'était fort émouvant. Merci. Nous, deux Gwyn d'une autre génération, ça nous ennuie profondément de ne pas pouvoir leur garantir que ce sera plus simple pour elles. On a tellement grandi avec l'idée que ce sera vachement mieux plus tard, et voilà que dans ce plus tard, des jeunes queers se retrouvent comme nous à espérer que ce sera mieux pour les suivants. Demain, tout ira bien. Vivement 2072. Christine ? Oui ? Tu viens, on a reçu un message sur la Lesbox. Salut, c'est Emma et Clarisse. On a 17 et 18 ans. On vous écoute depuis... Que le premier épisode, il est sorti. Et on voulait vous envoyer ce petit audio pour vous dire que on était hyper fiers et aussi super contente de pouvoir vous écouter. Et s'identifier à un couple de lesbiennes plus âgées, mais surtout suisses. Et du coup, ça fait du bien d'entendre des Gwyn locales parler. Ouais, exactement. Et puis aussi de se dire, ok, c'est possible d'avoir un avenir de Gwyn, quoi. Je trouve que c'est rassurant. Ouais, et de montrer à quoi va ressembler notre vie plus tard. Ouais, du fait que on aura une super famille choisie, si possible plein d'amis Gwyn aussi, et qu'on pourra parler de notre orientation facilement, et si possible aussi au travail, comme vous le faites. Sur ce, gros bisous. Et on a hâte du prochain épisode. Dans le prochain et dernier épisode de notre voyage au Gwynistan, Aurélie va enfin rencontrer son oncle. Je suis en train d'arriver chez mon oncle dans un petit village du Jura, pas loin de Delémont. Et là, pour aller chez lui, je dois passer devant la maison de mon grand-père. Ça fait des années que je suis pas venue, c'est dingue. Je vois la voiture de ma tante qui habite pas loin. Il y a plein de souvenirs d'enfance, de fêtes, dans le jardin et tout. Il y a un énorme jardin. Je le vois par la fenêtre. Un
Un épisode où on va tenter de se réconcilier et de parler d'amour. Et on vous fera écouter d'autres messages de la Lesbox. Je crois que ce sera le meilleur épisode. Tellement bien qu'après, on a décidé de s'arrêter. Non. Si. Non. Ouais, si. T'exagères, Christine. Voyage au Gunistan, un podcast de Christine Gonzalez et Aurélie Cutat. Réalisation, Marc Frochot. Musique, Sandor. Production, Véronique Marty et Grégoire Moll. À suivre. Et sachez que la saison 2 de Voyage au Guinistan, Destination Vieillistan, la suite des aventures de Christine et Aurélie, c'est à découvrir en ce moment sur l'application Play RTS ainsi que sur toutes les applications d'écoute.